une personnalité juridique très importante. Alors, il faut dire que Christophe Joël n'est pas né ici, mais vous allez le voir dans sa biographie, il est né à Lyon, mais il est rapidement venu en famille, donc dans les Pyrénées-Orientales, puisqu'il a fait toute sa scolarité ici. Il a été un scolaire, bien sûr, brillant, au collège Marcel Pagnol, puis à Arago, et il a fait son droit aussi à Perpignan, où il a été enseignant à Perpignan. Il a fait sa thèse aussi, qui s'intitule « Les crimes d'incendie dans le département de l'Hérault, 1810-1914 ». Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéressait dans sa biographie, ce sont ses voyages. Alors, il a pas mal voyagé, n'est-ce pas, en Europe, en Grande-Bretagne, Italie, Espagne. Ça l'a intéressé. Belgique aussi. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il a un intérêt particulier pour les pays de langue française, les pays africains en particulier de langue française, qui ont été ce qu'on a dit colonisés. Et on le verra, c'est important dans cette rubrique parce qu'il a visité bien sûr de nombreuses fois, il est allé au Maghreb et au Sénégal, puis en Tanzanie. Je crois que c'est les pays qui vous ont le plus intéressé. Donc, il a été maître de conférence à Perpignan très rapidement, mais je le félicite, il est sorti du cocon et il est parti à Toulon enseigner une dizaine d'années. Puis il est revenu ici et bien sûr il a passé les échelons, maître de conférence, directeur du département de droit comparé, responsable de l'axe normes de droit comparé au CRESEM. Alors, vous voyez que ce qui l'intéresse, c'est le droit comparé, et en particulier dans les pays de succession coloniale française. Bon, il a écrit énormément de livres que vous pourrez voir, avec des thèmes particuliers, le droit comparé, mais aussi quand même des choses intéressantes comme vivre en ville, la problématique urbaine à travers l'histoire. Et il s'intéresse aussi directement ou indirectement au droit avec la femme. Hein, et il a écrit aussi dans des revues diverses, franco-algériennes, franco-maghrébines, bon, et le droit de la femme en Méditerranée occidentale. Il présente des colloques, il a de nombreux étudiants dont il chapeaute les thèses, et il est membre du centre de recherche. Donc, on est très heureux que vous veniez ici pour présenter ça. Et je vous laisse la parole pour le thème, c'est les difficultés d'exercer la justice criminelle au XVIIIe siècle. Voilà, merci. Je prends le même micro. Je peux prendre le même micro ou je prends l'autre? Non, le mien. Je peux prendre celui-là? Il fonctionne. Celui que vous voulez. Voilà, très bien. Je vous remercie. Alors, je ne suis pas venu parler de moi. Je voudrais juste, effectivement, préciser. J'ai des racines, on va dire, en Catalogne Sud par une grand-mère qui est arrivée dans les années 30 et qui s'est installée à Perpignan. Ma mère est née ici, est partie après avoir réussi un concours administratif à Lyon, et ensuite, quelques années plus tard, on est redescendu s'installer là. C'est pour ça que j'ai grandi au Moyen Vernay, au Bas Vernay, et un peu partout dans Perpignan au final. Donc j'ai bien fait mes études ici, effectivement. Et ma thèse, alors vous avez cité un titre de thèse qui est celui d'un de mes étudiants, il s'appelle Castan, il est Marc Castan, je crois, il est avocat à Montpellier maintenant. Moi, ma thèse est portée sur la fiscalité au XVIIIe siècle en Roussillon. Donc j'ai pas mal travaillé au départ sur le Roussillon, donc en histoire des institutions, histoire du droit. Et j'ai pris une deuxième spécialité parce que c'était une possibilité qu'on avait ici de travailler avec le droit comparé et de travailler donc sur les pays anciennement colonisés par la France,
qui ont un droit qui s'inspire d'une autre de droit et qui sont d'expression française. Hein, donc évidemment, très pratique de travailler sur ces aires-là. Et donc, actuellement, je suis donc professeur à la faculté de droit qui est juste à côté. Hein, on jouxte la médiathèque, toujours directeur du département de droit comparé. Je suis maintenant directeur adjoint du CRESEM, hein, le laboratoire qui était un laboratoire pluridisciplinaire avec des historiens, des géographes, des linguistes, etc. Donc directeur adjoint depuis peu, hein, c'est pour ça que ma biographie n'était pas tout à fait à jour sur ce plan-là. Directeur des presses universitaires de Perpignan et également. Voilà. Je dirige des revues et dans les revues, ça reflète on va dire mon double intérêt scientifique. Les journées d'histoire et d'histoire du droit qu'avait initié le professeur Larrier, professeur d'histoire moderne ici à Perpignan. Donc on en est au 15e numéro. Hein, donc je suis en train de mettre en page ce 15e numéro et on devrait avoir la 16e journée d'ici la fin de l'année. Et je dirige la revue franco-maghrébine de droit et la revue Crimen, qui est une revue de sciences criminelles africaine également. Voilà. Donc, travailler sur la justice criminelle pour venir au thème qui, on va dire, qui nous réunit aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas avoir d'habitude, j'ai un support visuel. Je voulais le finir aujourd'hui et puis finalement... une voiture en panne, des enfants avec une garderie en grève, hein, et donc voilà, l'un dans l'autre, tout s'est mal emboîté aujourd'hui sur cette journée finale là, et donc j'arrive un peu en catastrophe. Je suis arrivé juste avant là, donc juste avant de venir, j'ai griffonné mon plan final à partir on va dire des multiples. J'ai écrit plusieurs articles déjà sur Noguet et la justice criminelle, c'est pour ça que je suis pas étranger du tout à cette matière-là. Et donc, j'ai choisi de travailler sur Jean Noguet parce que c'est un personnage et sur la justice criminelle, puisqu'il était juge criminel ici, juge au Conseil souverain du Roussillon. J'ai choisi de travailler sur ce thème-là parce que finalement, on l'a tous vu en tant que juriste, historien du droit. Il est cité par tous les historiens et les juristes qui travaillent sur la province du Roussillon au XVIIIe siècle. Et ce manuscrit, donc, qui est déposé aux archives départementales, je l'ai retranscrit, ça fait maintenant, en 2008, je crois, la première fois que je l'ai retranscrit, c'était en 2008, ensuite corrigé, annoté, et donc il m'a servi de base de travail. J'aimerais le publier d'ici quelques temps, mais bon, il faut quand même l'étoffer d'une présentation et d'une analyse avant de le publier, on va dire. Et donc c'est pour cela que régulièrement, je reviens dessus, à côté de mes autres... occupations, je reviens dessus pour essayer de faire progresser ma réflexion et mon écriture. Donc on a tous eu l'occasion de travailler sur ce sujet-là. J'ai travaillé sur le crime de lèse-majesté, c'est-à-dire sur les conspirations qui ont eu lieu au XVIIe siècle à Villefranche, à Perpignan et ailleurs, hein, et donc qui ont donné lieu à des procès qui ont fait couler beaucoup d'encre ici il y a quelques décennies. Où on accusait finalement la monarchie française d'avoir écrasé cette révolte de manière exemplaire, etc. Elle l'a fait comme elle l'a fait ailleurs, hein. C'est-à-dire que les Roussillonnais n'étaient pas mieux placés que les autres. Hein, ensuite, j'ai travaillé sur l'incendie, effectivement, au XVIIIe. C'est pour ça que j'avais dirigé une thèse également sur l'incendie dans l'Hérault, hein, d'un étudiant montpelliérain. Donc j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises à nouveau sur ce thème-là. Et donc Jean Noguet, j'ai un peu creusé sur lui. C'est un Catalan au départ. Son père était sans doute issu donc du côté sud de la Catalogne. Et donc lui est né à Perpignan en 1683. J'ai regardé tout à l'heure pour me remémorer un peu ces dates importantes. Donc 1683, il est mort en 1748, hein, donc 65 ans. Il a donc fait ses études ici à Perpignan, qu'il a finalement sans doute écourté, ou plutôt accéléré au final, parce que son père est mort en 1704. Il était à cet âge-là, il avait alors 21 ans, et donc en principe, il n'était pas encore majeur, hein, on devient majeur à 25 ans à l'époque, et donc ça a accéléré son processus pour entrer dans la vie active. Donc il a dû entrer dans la vie active à ce moment-là comme avocat postulant. Il a fini ses études à l'université, on a les dates de ses diplômes, hein, qu'il a fait enregistrer, et il a commencé à travailler comme avocat postulant, et puis
il est devenu en 1725 juge au tribunal du bailliage royal de Perpignan. Il est resté 10 ans en fonction et ensuite en 1735 jusqu'à 1748, l'année de sa mort, il a travaillé comme magistrat au Conseil souverain du Roussillon. C'est le bâtiment qui est à côté de la mairie de Perpignan, qui était le consulat à l'époque. Eh bien, il y avait ce bâtiment-là qui abritait le Conseil souverain. Le Conseil souverain, c'était la cour suprême de la province, une petite cour de cassation qui chapeaute toutes les juridictions de la province du Roussillon sous l'Ancien Régime. Et comme il était également universitaire, il a sans doute eu l'occasion de rédiger ses cours et donc d'alimenter ses cours sans doute avec son activité professionnelle de magistrat. Avoir les deux casquettes, à la fois universitaire, théoricien et également praticien en tant que juge, ça a permis donc de nourrir sa réflexion et il a laissé donc à sa mort, on a un inventaire après décès, pas le sien mais celui de son fils à lui, donc quelques années postérieures, où on retrouve donc conservé par son fils et ensuite récupéré par son petit-fils, c'était des juristes eux également, on a 8 manuscrits. 8 manuscrits qui sont répertoriés. Sur les 8, il y en a 3 qui sont conservés encore aux archives départementales des Pyrénées-Orientales. Et donc parmi ces 8 manuscrits, il y a notamment le traité des crimes, celui sur lequel tout le monde a travaillé. Il y a 2 autres qui sont conservés sur, je crois que c'est les donations, sur la dot. Il y a un traité sur la dot et un sur les successions, beaucoup moins développé, beaucoup plus court et moins intéressant pour on va dire pour les juristes. On a d'autres sources sur ces questions-là. Donc le traité des crimes est très intéressant parce qu'il nous donne justement l'état, on va dire, de la justice criminelle au XVIIIe siècle dans la province. Et il ne fait pas que décrire techniquement, mécaniquement les crimes, la procédure, les peines qui sont appliquées. Il s'implique véritablement dans ce traité. Et donc on le découvre. On découvre cet homme à travers son écrit. Et même si de temps en temps on se rend compte qu'il y a quelques petites erreurs, et c'est là qu'on se rend compte que le manuscrit c'est peut-être une copie du manuscrit fait par son fils ou son petit-fils qui l'aurait repris. On retrouve donc quelques petites erreurs, c'est pas très grave, parce que finalement l'esprit, on va dire à 95% ou 98%, c'est la plume de Jean Noguet que l'on retrouve là. Donc ce traité donc nous permet de voir, on va dire, quelles sont les difficultés auxquelles peut être confronté un magistrat au XVIIIe siècle, et en fait qui est donc dans on va dire, un système judiciaire qui est l'héritier d'une évolution pratique, empirique, qui s'est faite sur quelques siècles. La justice est sans doute une des institutions les plus difficiles à réformer. On le perçoit encore aujourd'hui et on voit que c'est remis en cause assez régulièrement. Les dernières décisions de justice qui ont frappé certains politiques, évidemment, font grincer des dents et beaucoup parler, bien évidemment. Il y a sans doute des choses encore à améliorer sur ces questions-là, mais c'est finalement une institution qu'on est on va dire, en permanence en train de remettre en question, de remettre en cause, comme si finalement elle n'était jamais adaptée véritablement à nos attentes. Pour avoir travaillé sur la justice, je fais un cours d'histoire de la justice aux étudiants de 3e année de licence. Depuis toujours, au Moyen-Âge, on a des rois qui ont essayé de réformer la justice en disant la justice, elle est trop lourde, elle est trop longue, elle coûte énormément d'argent, on n'y comprend rien. Et même à une époque, c'est pour ça qu'on est passé au français. Il y a une légende qui dit que finalement, quand François Ier a imposé la langue française dans la procédure judiciaire, c'était parce qu'un de ses officiers n'avait rien compris à la sentence qui avait été prononcée en latin. Est-ce que c'est vrai ou pas? On lui avait dit débotemus. Le juge aurait dit débotemus, ça veut dire nous vous déboutons, et lui il avait compris qu'il fallait se déboter. Donc François Ier aurait été très, très en colère, il aurait dit bon, maintenant on va arrêter avec le latin et on va rendre la justice en français. Donc cette justice, depuis toujours, elle suscite beaucoup d'interrogations, et on se rend compte que finalement, on a toujours eu beaucoup de difficultés à la réformer, en partie parce qu'elle est liée aux usages et aux pratiques. Et donc la justice que l'on a au XVIIIe siècle, elle fonctionne sur la base d'évolutions pratiques, empiriques, qui datent donc du Moyen-Âge, même parfois auparavant. Alors,
cette justice, elle est d'un type que l'on qualifie, nous les juristes, d'inquisitoire. Hein, donc d'inquisitoire, c'est-à-dire qu'il existe deux grands modèles de procédure. Le modèle accusatoire, c'est le premier, initial, qui est très facile à saisir. C'est le modèle, par exemple, des anglo-saxons aujourd'hui, des sociétés de type traditionnel. Il y a un accusateur qui vient voir un juge et qui accuse un autre en disant « lui, il m'a fait ci, lui m'a fait ça, il m'a volé, il m'a pris, il n'a pas respecté son contrat en matière civile, on peut le faire aussi. Hein, donc on se plaint, une personne se plaint d'une autre devant un juge et donc vient l'accuser et devra donc soutenir l'accusation au cours d'un procès. Et donc dans ce système accusatoire, finalement, on laisse les parties venir vers le juge. Ils peuvent toujours discuter, négocier en amont, sans aller saisir le juge, régler leurs affaires entre eux, et finalement, il n'y aura pas de procès. Donc le système accusatoire, c'est un système libéral, où on laisse les parties finalement s'arranger ou pas, hein, à voir si finalement une partie peut accepter parfois d'avoir subi un dommage et de ne pas attaquer en justice parce qu'elle aura peur des représailles, hein, pourquoi pas. Hein, et puis la justice la plus ancienne n'était pas forcément très rationnelle non plus, donc vous pouvez courir des risques. Donc dans ce système accusatoire, finalement, le juge est très en retrait, hein, il regarde les deux parties en présence, qui vont se répondre, hein, chacune va formuler ses arguments, et lui à la fin va dire qui a raison, qui a tort. En principe, il y a des assesseurs autour de lui qui vont le conseiller sur la loi, sur la coutume, sur les usages. Et donc, il rendra une sentence au regard des preuves qui lui ont été amenées. Donc, le juge, là, a un rôle très effacé par rapport donc aux parties. Et donc, ça, c'est le système initial. Chez les Germains, hein, qui occupaient toute l'Europe, c'était le système développé partout. On avait des juges très en retrait. Et on a vu apparaître très progressivement des éléments d'une nouvelle procédure, d'un système dit inquisitoire. Hein, on va mener une inquisition, c'est-à-dire une enquête, où on va voir l'administration, la police, la justice qui vont devenir actifs. Parce que certains types de comportements sont insupportables. C'est-à-dire, bon, les vols sur les grands chemins, personne ne fait rien contre, c'est pas normal. Le roi adopte une ordonnance et dit, bon ben maintenant, les agents royaux vont lutter contre ce phénomène-là et on va autoriser donc des juges à agir d'office contre eux. Ils ne vont pas attendre qu'il y ait un accusateur contre un accusé et ils pourront agir de leur propre mouvement. Et donc il va mettre en place progressivement une justice de type inquisitoire pour les affaires criminelles, les affaires pénales. Les affaires civiles, on va les laisser au système accusatoire et on va mettre en place petit à petit un système inquisitoire où le juge a un rôle beaucoup plus actif à jouer, où l'administration, la police jouent un rôle important, où on a un ministère public qui va se mettre en place. Alors il se met en place, le ministère public, c'est le procureur de la République aujourd'hui, hein. C'était le procureur du roi autrefois. C'est d'abord un agent fiscal. Initialement, il était là pour veiller que les ordonnances royales qui prévoyaient des amendes soient bien appliquées, qu'on prélève les amendes et qu'elles rentrent dans les caisses du roi. Et donc le roi, quand il y avait des procès, demandait à des avocats. Il choisissait parmi les avocats, il veillait à ce que les amendes soient perçues. Et puis finalement, il a renouvelé ça régulièrement. Et donc ces gens qui étaient des avocats parmi les autres, petit à petit, se sont spécialisés dans cette tâche, avocats ou procureurs du roi. Ils sont devenus des avocats fiscaux. Et finalement, le roi leur a dit, mais même, vous pouvez agir en justice et poursuivre les crimes. Et c'est comme ça que le ministère public en France s'est développé, parce qu'il s'occupait donc de poursuivre les crimes, de voir si toutes les preuves étaient bien réunies, si tout se passait bien, et ensuite, in fine, percevait les amendes au profit du roi. Donc notre ministère public, à la française, que ne connaissent pas les anglo-saxons, s'est développé pour cette raison-là. Donc nos magistrats du XVIIe, XVIIIe siècle, eux, ils interviennent dans ce système-là, où finalement, les juges ont un rôle actif à jouer. Un rôle actif, ce qui implique donc de porter atteinte finalement à un principe selon lequel la justice, les individus sont libres d'y accéder ou pas. Là, on va agir contre eux alors qu'aucun particulier ne s'est forcément plaint. Il n'y a pas forcément de plainte, d'accusation faite par un particulier. Bon, il y a des cas où c'est difficile, hein. On a trouvé le cadavre de quelqu'un qui a été tué, évidemment, le cadavre ne peut pas attaquer.
sa famille est peut-être pas là, il n'y a peut-être pas de famille, donc évidemment qu'il faudra que ce soit donc des agents de l'administration ou des juges qui s'occupent de ces poursuites-là. Mais ça va bien au-delà. Hein. Finalement, le système inquisitoire, c'est un système où l'État commence à avoir une emprise sur la société, et on connaît bien ça en France, parce que cette emprise s'est développée, évidemment, a une emprise sur la société, veut maintenir un certain ordre public, et va mettre en place des agents, des agents judiciaires notamment pour s'occuper de cela. Et donc, comme ce système inquisitoire est quand même anormal, hein, il sort de la procédure accusatoire, ils ont trouvé utile, comme contrepoids, d'exiger quand même que les preuves qu'on trouve contre les personnes pour pouvoir les condamner soient parfaites. Et finalement, on veut bien qu'on poursuive des gens contre lesquels il n'y a pas eu de plainte de la part d'un particulier, mais maintenant, si on condamne ces personnes-là, il faudra qu'elles, on va dire, parce que ça va devenir de plus en plus intrusif, hein, il faudra que les preuves que l'on recueille prouvent de manière parfaite leur culpabilité. Et donc, c'est mis en place en pratique. Encore une fois, c'est depuis le Moyen-Âge. Hein, le Moyen-Âge, tout apparaît dans les faits, puis ensuite on le voit dans les textes ressortir, et nos textes de droit ultérieurs ne font que reconnaître des usages plus anciens. C'est notre procédure judiciaire qui s'est formée comme cela. Pour ça, je vous dis qu'elle est dure à réformer, parce qu'elle a toujours été, on dirait, notre droit de la procédure et qui organise donc la justice vient des usages et des pratiques qui se confient de génération en génération. Donc, ce système de preuves que l'on va mettre en place et qui va, on va dire, occuper largement les magistrats, et notamment Jean Noguet, c'est un système, alors qu'on a appelé le système des preuves légales. Le système des preuves légales, c'est un des 3 systèmes de preuves que l'on identifie de manière générale. Il existait un premier système auquel on n'a plus recours, c'est les preuves irrationnelles, surnaturelles, divines. C'est la divinité qui est censée intervenir. Et donc, on a connu chez les Germains les ordalies. Ce qu'on appelait les ordalies, ça existe dans beaucoup de sociétés traditionnelles également. Les ordalies, c'est l'ordalie les plus connus, c'est l'ordalie du fer rouge. On va chercher donc dans le feu, dans les braises, quelqu'un donc qui est accusé en justice, il doit prouver, pas de présomption d'innocence chez les Germains, il doit prouver qu'il est innocent. Pour prouver, il va devoir prouver que son corps est pur, il va prêter serment avec la main droite, et ensuite avec cette main droite, on va lui faire prendre dans les braises, on va dire, un morceau de fer rougi, et ensuite donc on va lui mettre un sac autour du main, un sac en cuir, on va le fermer. Quelques jours après, on va rouvrir le sac et voir dans quel état est sa main. Si la main est en état de cicatrisation, si la plaie a bon aspect, on dira il est resté pur quand il a prêté serment, il n'a pas prêté un faux serment devant Dieu, donc il a réussi son test de pureté, il va gagner son procès. En revanche, si la main a gangréné, si effectivement il n'est pas en train de cicatriser, on dira il est impur. Il est impur, donc il est coupable, on va pouvoir le sanctionner. Et donc ces ordalies, on les connaît, a priori l'expression « j'y mettrai pas ma main au feu » vient de là. Donc c'est ça l'idée. Donc il y avait des ordalies avec le feu ou avec l'eau. Pour les sorcières par exemple, on les jetait à l'eau. Et donc si elles coulaient, ça veut dire qu'elles étaient pures parce que l'eau les avait acceptées. Si elles flottaient, ça veut dire que l'eau pure qu'on avait bénie auparavant les rejetait. Donc on a exécuté beaucoup et brûlé ensuite beaucoup de sorcières qui évidemment flottaient. Donc ces ordalies, on en connaît partout, évidemment, on les a abandonnées. La plus connue, celle qui a été la plus durable, c'était le duel. C'était dire, bon, vous avez juré. En justice, à l'époque, il n'y a pas de preuves scientifiques. En matière criminelle, il y a très peu d'écrits, donc des preuves scientifiques, les empreintes, etc., ça n'existe pas. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que ça commence à apparaître, et encore, ça a été difficile à faire reconnaître. Donc pas de preuves scientifiques, ce qui fait que face à 2 serments, quand 2 personnes ont prêté serment devant Dieu, finalement les 2 serments se valent. Donc le juge, qui est juge à arbitre, ce que je disais, procédure accusatoire, il est là, il dit, comment faire? Battez-vous. Dieu va dire qui a raison et qui a tort finalement. Et donc le duel judiciaire, ça a été le procédé qui a longtemps servi en matière criminelle à déterminer qui avait raison, qui avait tort.
Saint-Louis a essayé de l'interdire, ça n'a pas marché. Même les juges royaux n'ont pas appliqué l'ordonnance de Saint-Louis de 1258 sur l'interdiction du duel judiciaire, parce que le duel, c'était la preuve la plus souvent utilisée en matière pénale. C'est pour ça que certains ne portaient pas plainte. Hein, ils n'allaient pas attaquer en justice parce qu'ils savaient qu'ils risquaient de se retrouver à se battre en duel contre quelqu'un qui était peut-être plus habitué à se battre, hein, ou qui avait les moyens de payer un champion ou un maître d'armes pour le représenter, hein, par exemple. Donc le duel a été longtemps utilisé, il sera abandonné à partir du moment où on va trouver un autre moyen d'arriver à la vérité, la torture. Hein, donc finalement, au lieu de les faire se battre, on va dire on va torturer celui qui est accusé, contre lequel on a quand même quelques éléments de preuve. Et là aussi, quand on regarde ce qu'écrit Noguet, quand on regarde ce qu'écrivent les juristes et les avocats, plutôt les magistrats du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, ils nous donnent toutes les règles sur la torture. Hein, donc il faut avoir, en principe, il faut avoir un certain seuil de preuve. Hein, on ne torture pas, et donc on a des ordonnances royales là-dessus. Hein, on ne torture pas quelqu'un sur la base d'un seul témoignage. Donc il faudra, a contrario, ça veut dire que certains l'ont fait. Hein. S'ils ont pris un texte, ça veut dire qu'il y a eu des occurrences inverses. Hein. Donc une personne a témoigné, on torturait pour avoir un aveu. Donc on a encadré cette preuve qu'est la torture et également toutes les autres. Parce que c'était une procédure, là, effectivement, vous l'aurez compris, très inquisitoire. Je dis ça devient de plus en plus intrusif. Hein, la torture, c'est quand même un moyen assez particulier. Il l'appelait la question. Hein, le mot torture est rarement utilisé. Il part plutôt de la question. Donc, ils ont mis en place ce système de preuves où intervient la question et ils ont affecté, donc c'est le deuxième système, après les preuves irrationnelles, ils ont affecté donc ces preuves d'un certain niveau, si vous voulez, d'une certaine valeur. Et donc, il dit, bon, pour pouvoir condamner, il faut avoir la valeur maximale. Donc, évidemment, si on l'a attrapé en flagrant délit, là, il n'y a aucun souci, on pourra et la procédure est même accélérée. On pourra facilement le condamner et l'exécuter. Si jamais il a avoué, là aussi, on pourra le condamner, l'exécuter. Donc, l'aveu peut être spontané ou il peut être extorqué. Hein, et donc, l'aveu extorqué, on l'a torturé. En principe, une fois qu'on l'a torturé, on est censé l'asseoir, le réconforter, puis lui demander à ce moment-là de réitérer les aveux qu'il vient de faire sous la torture. Et en principe, il doit confirmer ce qu'il vient de dire sous la torture. Et donc évidemment, l'aveu, le flagrant délit ou la présence de nombreux témoins, ce sont les preuves qui permettent d'appliquer la peine qui est prévue entre guillemets, légalement. Il y a quelques textes qui sont adoptés, mais il n'y a pas forcément toujours de textes, il y a parfois des usages. La coutume, les usages, c'est ce qui se pratique au Moyen-Âge. Jusqu'à la Révolution, par exemple, il n'y a pas de code pénal en France. Il n'y a pas de texte qui définisse ces infractions ou qui définissent les peines de manière technique, qui définissent même la torture. La question, comment est-ce qu'on pratique la torture ou la question? C'est coutumier. Donc selon les régions, ici ça se pratiquait l'élévation avec une poulie, on soulevait donc pour étendre tous les membres de l'individu et pour le faire souffrir. C'était ça l'idée de la torture. En principe, il ne faut pas l'estropier, ça fait partie des règles. Il ne faut pas qu'il finisse estropié parce que on essaie d'avoir une preuve. Il n'est pas encore condamné, il n'est pas encore considéré comme coupable. Il n'est pas présumé innocent, vous l'aurez compris, on a quand même quelques indices contre lui, et initialement, même normalement, quelqu'un qui résistait à la torture, il devait être acquitté, initialement. Après, ils ont trouvé un système, on réserve les preuves déjà obtenues, on va le torturer, si jamais il avoue, on pourra le condamner à la peine légale, si jamais finalement il n'avoue pas, sur la base des indices que l'on avait déjà, on pourra quand même trouver autre chose à lui appliquer comme peine. Donc ils ont mis en place ce système de preuves à accumuler, si vous voulez. Et si on n'a pas la preuve pleine et entière, ce système des preuves légales est très embarrassant. On ne peut pas appliquer la peine, donc que faire? Eh bien on se tourne vers ce que l'on appelle l'arbitraire du juge. C'est le juge qui va devoir, dans les cas où on n'a pas la preuve pleine et entière, on va devoir trouver un niveau de preuve à un niveau de preuve, on va dire inférieur. On va devoir trouver une peine proportionnée par rapport au niveau de preuve qu'on a réussi à obtenir. Si c'était la peine de mort qui était prévue, si on a beaucoup de preuves contre l'individu mais on n'a pas la preuve finale, il sera banni. Banni de la province. À l'époque, c'est grave.
d'être un étranger, c'est beaucoup plus grave qu'aujourd'hui, hein. Donc on aura la personnalité juridique quasiment nulle part, hein. Donc on sera toujours l'étranger et donc on aura un statut inférieur où on sera. Donc le bannissement, même à l'intérieur du royaume, n'est pas forcément une peine, on va dire, aujourd'hui. Évidemment qu'on se déplace, on voyage et on peut s'installer assez librement, hein, plus ou moins, on va dire. À l'époque, c'est pas tout à fait ça, hein. Donc on pouvait trouver donc des peines par rapport au niveau de preuve qu'on a trouvé. Donc du niveau de preuve trouvé, on avait donc une peine qui allait être affectée. Donc ça c'est le système de l'arbitraire. Le dernier système qui a été envisagé, mais plus tard, c'est celui de l'intime conviction, hein. Au final, c'est le juge qui, au regard de tout ce qu'il a, va pouvoir décider, hein. Alors, l'intime conviction, mais quand même, l'intime conviction, quand on va y recourir, on est passé à une autre ère, un 19e, 20e siècle, c'est l'ère de la légalité criminelle, hein. On a un juriste italien au 18e siècle qui s'appelle Beccaria, qui a écrit un petit traité qui s'appelle le traité des délits et des peines, et qui a donc dénoncé le système pénal en place dans toute l'Europe, parce que on n'est pas les seuls, hein, à avoir ce système-là, tout le monde a le même, hein. Et nos juristes catalans, hein, par exemple, et nos magistrats, pour avoir, comme je dis, travaillé sur son manuscrit, ils citent des auteurs italiens, ils citent des auteurs espagnols, portugais, de temps en temps il y a de la référence même à de la jurisprudence allemande, anglaise une fois, hollandaise, hein, et donc ils regardent ce qu'on fait partout dans le royaume, mais également en dehors, et donc ils vont chercher ailleurs. J'avais même trouvé, au moment où j'ai travaillé sur la lèse-majesté, un procureur du roi qui ne pouvait pas torturer quelqu'un parce qu'il avait fait exprès de se trouer le bras en prison. Hein, et donc ils l'ont trouvé avec dos forats, hein, comme ils disent, dans le bras, et donc il dit on ne peut pas le soulever parce que sinon on va lui arracher le bras et en principe il ne faut pas qu'il soit estropié. Donc comment on va pouvoir le torturer quand même, hein, parce que c'est un crime de lèse-majesté duquel il était accusé, donc c'était grave. Et donc comment on va pouvoir le torturer? Il est allé chercher un bouquin de Farinaccius, hein, un Italien, dans lequel c'était la torture pour les nuls, ou bien, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire comment torturer quelqu'un de mille et une façons, hein. Et donc il est allé chercher, il dit, ah tiens, on peut lui cramer le bout des pieds, hein, donc on va trouver avec le feu, hein, finalement, hein, ça lui arrachera pas le bras. Et donc on a trouvé d'autres moyens de torturer qui n'étaient pas en usage ici, mais qui étaient utilisés ailleurs. Donc ce principe de l'égalité criminelle, c'est Beccaria qui, en 1764, on va dire, l'a défendu. Il a défendu l'idée d'humanisation du droit pénal, etc. Et donc, à la fin donc, du XVIIIe et au XIXe siècle, ça va avoir une influence sur tous les systèmes pénaux européens et même le nôtre, hein. On a aboli, par exemple, la torture entre 1780 et 1788. La torture par deux édits est abolie par Louis XVI, hein, donc juste avant la Révolution. Ici, il paraît que déjà, elle n'avait plus été utilisée depuis les années 1730 ou 40. Hein, donc, c'est dire qu'elle était tombée un peu en désuétude, hein, cette torture. On l'avait, je vous l'ai dit, hein, je l'ai trouvée au XVIIe siècle pour les crimes de lèse-majesté, les crimes les plus graves. Dans les autres occurrences, a priori, ça se raréfie. Donc, notre système au XVIIIe siècle, c'est le système des peines légales, hein, donc c'est le système intermédiaire. On n'est pas arrivé jusqu'à l'intime conviction, c'est le système des peines légales, mais il suscite quand même des difficultés, notamment chaque fois qu'on n'a pas eu la preuve pleine et entière. Et donc, de nombreux développements de Jean Noguet on va dire, intéressent cette question de l'arbitraire. Parce que l'arbitraire, le mot arbitraire, aujourd'hui, il est péjoratif, on dit une connotation péjorative. Hein, être arbitraire, ça veut dire injustifié, non motivé. Hein, on ne sait pas pourquoi il a pris cette décision. On prend une décision et on ne donne pas de raison, pas de motif, etc. Et donc on dit, ah, c'est arbitraire. L'arbitraire, au départ, c'est quand même, il arbitre une peine. Par rapport au niveau de preuve, il ne va pas le faire comme ça, c'est pas pile ou face, hein, c'est pas le hasard, hein, qui va faire qu'il va prendre une sanction plus ou moins lourde contre la personne qui était poursuivie. Il va appliquer une peine au regard du niveau de culpabilité qu'il arrivera à prouver. Hein, et donc, il est arrivé à moitié, mais finalement, il va devoir trouver une peine à mi-chemin entre pas de peine du tout et celle qui pouvait lui être appliquée légalement. Donc, à de nombreuses reprises, donc, Noguet fait référence à ce recours, hein, à l'arbitraire. Et on peut même en percevoir l'intérêt de cet arbitraire quand on verra ce qui se passera, parce qu'il y a une réaction après la Révolution, une réaction contre cet arbitraire des juges. Hein. Les juges étaient très mal vus pendant la période révolutionnaire. Hein. C'était
les complices de l'Ancien Régime. C'était des nobles, ceux qui avaient défendu leurs privilèges, etc., etc. Donc ces magistrats, mal perçus pendant la période révolutionnaire, eh bien on va vouloir leur retirer leur pouvoir. Même dans le Code civil, à un moment, ils avaient mis un chapitre dans lequel ils devaient parler du pouvoir du juge ou de son rôle dans la détermination des solutions qu'il allait adopter dans ses jugements. Ils l'ont finalement retiré pour laisser un peu dans le flou tout cela. Il doit trouver une solution, le juge. Et dans le Code civil, il ne peut pas dire il n'y a pas de loi, je ne tranche pas. Mais on ne lui a pas voulu lui reconnaître un pouvoir créateur de droit. Donc ce juge, on s'en méfie, et dans les textes pénaux du début, donc de l'époque napoléonienne, ils vont mettre en place un système de peine fixe. Il a volé, c'est 10 ans de prison, par exemple. Quoi qu'il ait volé, quelles que soient les circonstances, etc. Il n'y a pas de circonstances atténuantes au début du XIXe siècle, et on va se rendre compte des effets très néfastes de ce système-là. Et donc, en 1832-33, on va réintroduire les circonstances atténuantes qui permettront donc au juge d'arbitrer une peine inférieure à celle qui est prévue dans la loi, dans les cas où finalement la dureté de la loi initiale ne se justifie pas. La loi ne peut pas tout prévoir, bien évidemment. Donc ce système-là donc de preuves, mais finalement, celui qui est en œuvre au XVIIIe siècle, celui des preuves légales, oblige donc le juge à recourir de temps en temps à son arbitraire et donc à son jugement personnel. C'est déjà de l'intime conviction. Il y a un auteur qui s'appelle Fabrice Desnos, c'est un collègue historien du droit qui a fait une thèse sur les juristes catalans du XVIe siècle et qui évoquait déjà une application de l'intime conviction précoce en Catalogne. Donc il y avait ces usages précoces en Catalogne où les juges recouraient de cette façon-là à l'intime conviction. Nos juges au XVIIe, XVIIIe siècle sont les héritiers de ces juges catalans du XVIe siècle. Les premiers magistrats du Conseil souverain se nomment Sagard, Fontanelle. Ils viennent tous du côté sud de la frontière. C'était donc des Catalans qui avaient pris le parti pour les Français, qui ensuite, une fois que la frontière s'est retrouvée fixée là, ont été récompensés du côté français, évidemment, et se sont retrouvés donc magistrats au Conseil souverain du Roussillon. Ils ont continué à appliquer donc le droit catalan, les procédures catalanes qu'ils connaissaient, en catalan, jusqu'en 1700. Donc, c'est donc leur pratique du droit, et celle qu'ils ont diffusée même à l'université, c'était celle dont ils avaient eux-mêmes hérité de la Catalogne Sud. Et donc on est dans cette continuité de ce qui se faisait en Catalogne Sud, je dirais même plus de ce qu'on faisait ici, que ce que l'on faisait ici. Chez Noguet, il n'y a pas une référence à une décision de justice antérieure à 1659 qui soit rendue en Roussillon. Jamais. Il cite des auteurs catalans du XVIe, XVIIe siècle et de la jurisprudence catalane sur laquelle il s'appuie, donc de Barcelone, etc., mais jamais de jurisprudence locale antérieure. Et c'est ce qui m'avait beaucoup surpris. Après, j'ai compris, une fois que j'ai vu qui étaient ces juges et qui, effectivement, finalement, enseignaient à l'université, on est dans la continuité donc, de ce qui se faisait à Barcelone, plus que ce qui se faisait à Perpignan. Est-ce que Perpignan avait quelque chose d'original? Je n'ai pas l'impression qu'il y avait une originalité particulière, parce qu'il n'y a pas eu de plainte ou de conflit. Il n'y a personne au XVIIe, XVIIIe siècle qui va dire, mais à Perpignan, au début ça se faisait comme ci, ça se faisait comme ça se faisait pas comme à Barcelone. Il n'y a pas ce type de conflit. Donc j'ai l'impression que finalement, ils ont fait ce qu'ils savaient faire et que ça convenait très bien aux Roussillonnais après l'annexion. Alors, Noguet, donc, doit recourir à son arbitraire, et c'est là que ses qualités personnelles vont entrer en ligne de compte. Et donc, on perçoit, à travers son écrit, ses qualités de juriste, qui doivent l'aider à rendre ses décisions, même si effectivement, il le dit tout le long qu'il y a du doute, de temps en temps il doute, et il doute que quand il a face à soi quelqu'un et qu'il doit le juger, qu'il est assis sur la sellette. La sellette, c'est quand la personne est finalement au bout du procès et qu'elle risque d'y passer au final. Et donc, on sait que c'est une position inconfortable quand on est sur la sellette. Donc, c'est ça. Ils sont assis sur un petit siège qu'on appelle la sellette. Et donc, ils peuvent se retrouver le jour même exécutés. Parce qu'il n'y a pas de couloir de la mort. En principe, quelqu'un qui est jugé dans un procès capital peut être exécuté
le jour même en principe, sont jugés le matin pour être exécutés l'après-midi, même si à Perpignan, il y aurait un usage à connotation religieuse où ils sont exécutés le lendemain. Hein, donc, mais il n'y a jamais un écart très long entre le moment du prononcé de la sentence et de son exécution. Donc, on se rend compte que Noguet a des qualités de juriste, et donc il le prouve notamment parce qu'il fait référence à de nombreuses reprises, non seulement à la lettre du texte, et donc la lettre du texte, c'est le principe de l'égalité que l'on retrouve, mais aussi à l'esprit du texte. Donc il dit que finalement, les usages que l'on a, il dit nos usages, c'est ceci, c'est cela, et donc on applique, c'est conforme à l'ordonnance qui a été adoptée par Louis XIV ou autre. Et donc il dit oui, c'est conforme ici, c'est conforme là, c'est conforme à l'esprit du texte, à la lettre et à l'esprit du texte. Et donc l'esprit du texte, la volonté du législateur, c'est ce qui est fondamental. On ne peut pas dire appliquer un texte contre sa lettre, évidemment, et pas non plus contre son esprit. C'est-à-dire que parfois, on le voit, il y a des fois des méthodes de défense de certains juristes ou certains avocats. Si on appliquait finalement leur interprétation du texte, le texte n'aurait plus aucune valeur. Il est rare qu'un texte ne veuille rien dire. On nous cite toujours, à nous étudiants de jurisprudence, un règlement SNCF qui interdisait aux passagers de descendre tant que le train était arrêté. Donc si on lisait textuellement, le texte était tellement mal écrit que finalement, il fallait descendre en marche. Et donc, il y a quand même un malin qui a un jour, qui était monté en cours de route et qui finalement s'était fait sanctionner, mais dit non, non, lisez bien le texte, il faut pas... Et donc, il avait quand même argué de ce texte mal écrit. Finalement, ils ont dit non, mais l'esprit du texte, il est ailleurs. Donc, l'esprit du texte, depuis Cicéron, donc avocat du 1er siècle avant Jésus-Christ, on sait que parfois, il faut le faire primer même sur la lettre du texte. Donc lui, il évoque à plusieurs reprises et on voit qu'il a une bonne formation de juriste. On le perçoit également parce qu'il évoque des sujets assez modernes comme l'individualisation de la peine. L'arbitraire, finalement, permet l'individualisation de la peine. C'est-à-dire qu'au regard de la culpabilité, de la malice, de la personnalité de la personne qui est en train de juger, des actes qu'il a accomplis et des preuves qu'il a recueillies, finalement, il va arbitrer une peine qui va lui permettre d'adapter la peine au profil de la personne qu'il a en face de lui. Alors, il n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Il n'a pas encore la logique de la correctionnalisation qu'avait par exemple l'Église. L'Église veut amender, donc la justice d'Église, elle prononçait des peines dites correctionnelles. Aujourd'hui, on a des tribunaux correctionnels, mais elle appliquait des peines correctionnelles pour corriger. Il a fait une faute, on va le corriger et ensuite on va le redresser et après ça ira mieux. Cette logique-là, il n'a pas encore. Pour lui, le mal, c'est le crime. Et donc il lutte contre le crime. Il évoque jamais l'idée finalement de rédemption de la personne ou de son retour, de resocialisation. C'est une idée qui est développée depuis le 19e siècle, la resocialisation. Il a commis une faute, c'est un criminel, il n'est pas dans le droit chemin, on va le ramener dans le droit chemin. Il ne va pas jusque-là, si vous voulez. Donc, il a cette idée d'individualiser la peine. Il utilise le mot individualiser. Et il évoque également la proportion des peines par rapport au crime commis, à la faute, etc. Donc là aussi, il est assez moderne dans sa pensée. Mais il ne va pas aussi loin que ce que l'on va, nous, aujourd'hui, même que certains autres magistrats ou auteurs de l'époque, qui parfois parlent de proportionnalité arithmétique. Alors, on ne peut pas arriver jusque-là. Le droit, ce n'est pas une science exacte. On dit que c'est un art. L'art du bon et de l'équitable. Vous voyez, donc le bon et l'équitable, c'est pas mathématique, évidemment. Donc, certains auteurs en parlent, de cette proportionnalité géométrique, arithmétique, parfaite. Lui ne va pas déjà jusque-là, mais quand même, il évoque cette justice même distributive, évoqué par Aristote chez les Grecs, qui veut que finalement, c'est pas arithmétique, c'est pas l'égalité totale, distributive, c'est-à-dire qu'on va appliquer une peine et on va rendre une justice par rapport à un cas particulier, et un autre, ce sera dans un autre cas, on appliquera une autre peine, et donc on va s'adapter à chaque fois, à chaque situation finalement. Donc il utilise quand même des mots et des concepts qui relèvent donc que c'est quand même quelqu'un d'assez pointu et qui n'est pas tout à fait à la pointe de la modernité par rapport à d'autres auteurs de l'époque, et évidemment. Bon, il est mort en 1748, il avait les idées de Beccaria, c'était pas répandu, etc., bien évidemment. Mais il a quand même des idées assez modernes. Et ensuite, pour ce qui est de ses qualités plus personnelles, j'avoue que de temps en temps,
ses qualités humaines. Alors, je vais trouver des exemples là parce que il y a des passages qui sont quand même assez originaux. Il évoque ses doutes, ses hésitations. Il arrive souvent que le juge a de la peine à déposer un certain doute qui lui reste toujours sur la conviction du prévenu. Il est perplexe, il hésite à se déterminer par la raison que quoique la preuve qui résulte des indices soit très forte et le porte à croire d'une part que le prévenu est coupable du crime dont il est accusé, il peut se faire néanmoins, et absolument parlant, cela peut être qu'il soit innocent. Donc il évoque toujours ce doute. Et donc il le dit, il ne faut pas punir l'innocent et libérer le coupable. Et donc c'est un vrai problème qu'il a tout le long de son propos. Et finalement, il évoque à certains moments même les personnes envers lesquelles finalement il pourrait avoir un peu plus d'humanité. Alors il évoque, et je cherche où j'ai trouvé, où j'ai reclassé tout cela. Il évoque notamment les cas, voilà. La difficulté d'être juste, et il est vrai qu'il y a de la différence à lire les arrêts sur le papier et à les rendre soi-même. Quand on est assis sur le tribunal et qu'on voit le criminel sur la sellette, on se sent toujours porté à la commisération. Et dans le moindre doute, on se laisse entraîner du côté de la clémence et de la douceur, à moins qu'il ne s'agisse de crimes graves et énormes et qui font horreur, et qu'on est naturellement porté à punir avec la dernière sévérité. Là déjà, même s'il y a un doute, si le crime est énorme, on va le sanctionner. Donc il est prêt, s'il y a un doute et que le crime n'est pas très grave, oui, il peut effectivement faire preuve de commisération. En revanche, à la fin de son développement, déjà, il commence à nous expliquer qu'il peut y avoir un doute, mais si le crime est très grave, le doute, on va le lever et on va le condamner. Et il évoque également, quand il parle, son humanité, qui est à relativiser, c'est aussi peut-être celle du temps, par rapport à certaines catégories de délinquants. Alors, il évoque les vieillards. Les vieillards. Et donc, il nous dit, à l'égard des vieillards qui délinquent, on prétend qu'il faut modérer la peine en faveur de leur âge avancé. Mais je trouve qu'ils sont plus coupables que les autres et que, conséquemment, ils devraient être plus sévèrement punis. Car la vieillesse, bien loin de diminuer le bon sens et le jugement, acquiert toujours de nouvelles connaissances, soit par l'expérience du temps passé, ou par le bon usage qu'on a toujours fait, ou du faire de la saine raison et de la prudence qu'on a dû former dans le vieillard comme une seconde nature, et c'est ce qui rend la vieillesse vénérable. Que si le vieillard n'a pas su profiter du temps qu'il a eu de réfléchir sur sa conduite, peut-il être excusable d'avoir ainsi vécu et d'être parvenu en un âge si avancé que pour accumuler ses crimes ou pour tomber dans le cas que la nature abhorre ou que la loi défend. Donc il n'est pas du tout enclin à être plus doux avec les vieillards. Alors il cite des exemples quand même. Alors il cite l'exemple d'une dame de 70 ans. Faut regarder par rapport aux âges qu'il pouvait avoir à l'époque, évidemment. Donc, une dame de 70 ans contre laquelle il n'a pas, on va dire, prononcé la peine de la torture, ou plutôt la torture. Il n'a pas voulu la soumettre à la question du fait de son âge avancé. Mais sur les crimes de lèse-majesté, puisque j'avais travaillé sur cette question-là, aucune femme n'a été torturée. Aucune femme n'a été torturée alors qu'il y en avait dans la conspiration. Alors, le problème de conspiration, c'est que les épouses, si elles sont au courant de ce que fait leur mari, qu'ils conspirent contre le roi, contre l'État, eh bien on a repris le droit romain, elles sont obligées de dénoncer. C'est un des rares cas dans lesquels elles ont une obligation qui pèse sur elles de dénoncer. En principe, une femme ne témoigne pas contre son mari, ça fait partie des règles qui ont été posées il y a longtemps. Donc c'était la règle déjà chez les Romains, mais la seule dérogation, c'était dans ce cas-là. Elle devait, donc en cas de lèse-majesté, donc de quelqu'un qui voulait s'en prendre à l'empereur, elle devait le dénoncer. Eh bien, dans notre ancien droit, on a repris cette règle-là. Donc, des femmes se sont trouvées mêlées aux conspirations, donc avec des rôles qui n'étaient pas forcément toujours actifs. Aucune n'a été torturée. Et ensuite, on ne voulait pas non plus exposer leur corps au public. Et donc, seuls les hommes ont été torturés. Et quand il y a eu des exécutions, seuls les hommes ont été exécutés publiquement et leur corps également exposé ensuite. Donc il a quand même, donc on le voit, un regard qui est
complexe hein, sur la vieillesse. Il reconnaît donc il n'est pas forcément très enclin à être doux avec les personnes plus âgées, et en même temps, il est capable donc d'exonérer une femme de la torture du fait de son âge. J'ai un autre exemple sur un homme de 68 ans hein, qui avait commis quelques vols, 2 vols assez considérables. Il ne fut pas condamné aux galères, mais au fouet, à la marque et au bannissement du ressort pendant 10 ans. Hein, donc c'est-à-dire qu'on ne l'a pas envoyé ramer. Alors le plus intéressant, c'est après quand il commence à détailler pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas envoyé ramer, il dit de toute façon, physiquement il ne sera pas apte à ramer, il va être plus un poids pour la galère qu'autre chose. Hein, donc finalement, c'est pas parce que effectivement au vu de son âge, et ce sera plus douloureux pour lui, non, c'est parce que finalement ça va être un poids pour ceux qui vont l'accueillir. Hein, donc les raisons qu'il invoque sont pas forcément, ne relèvent pas forcément de l'empathie. Hein, si vous voulez. Il évoque ensuite les plus jeunes. Et là aussi, j'ai presque fini, il a donc une attitude qui n'est pas forcément non plus très empathique. Et donc il évoque une affaire où 2 garçons de 12 et 13 ans hein, qui avaient volé 4 chemises de toile blanche dans une maison d'un marchand de cette ville, hein, et donc n'ont pas été soumis au coup de fouet. Hein, et donc pour lui c'est anormal, parce qu'il dit qu'un enfant donc de 12 ans avait été convaincu d'avoir volé donc 15 à 20 livres et fractions, et donc j'avais proposé cette peine comme étant la plus propre à corriger cet enfant. Vous voyez, pour les enfants, ils pensent qu'on peut les corriger. On peut les corriger, c'est un des rares moments où il en parle. Hein, c'est pour les enfants. Donc il dit c'était la plus apte à les corriger. Et on convainc donc qu'elle était donc dans son cas, mais on trouva des inconvénients pour l'exécution à cause que nous n'avons pas ici de questionnaire. Donc on n'a pas à Perpignan de personnes, de professionnels de la torture, hein, de questionnaires, de bourreaux. Alors c'est une période, on est en 1734, on est 10 ans après un fait assez remarquable à Perpignan, c'est qu'en 1724, il y a un bourreau qui a été lynché par la foule. Hein, des Perpignanais. Hein, donc en 1724, on avait le bourreau a une position, on va dire, on en a besoin parce que c'est lui qui fait le sale boulot, mais en même temps on le déteste. Hein, et donc dans certaines villes, on l'interdit de vivre dans la ville et on le loge à l'extérieur de la ville pour pas qu'il vive avec le commun des mortels. Et dans d'autres villes, au contraire, on l'empêche de sortir parce qu'on dit si on le laisse sortir, il ne reviendra pas. Hein, donc à Perpignan, il vivait dans une petite maison quasiment en ruine, hein, d'après les descriptions qu'on en a, et donc on l'empêchait de sortir de la ville. C'est lui également qui a le pain retourné dans les boulangeries. Vous savez, ce rite qui consiste à ne pas laisser le pain retourner, c'est parce que c'était le pain du bourreau, hein, réservé au bourreau à la boulangerie. C'était ce pain retourné. Il devait porter des vêtements avec une échelle hein, qui était donc brodée sur ses vêtements pour que tout le monde sache que c'était un bourreau. On lui interdisait de passer à certains endroits, etc. Bon, donc ce bourreau avait raté 2 exécutions, 2 pendaisons, hein, une pendaison d'un déserteur. Alors je pense que c'était sur la place des Esplanades hein, que ça s'est déroulé. Pour les militaires, ça se passait là-bas, hein, en général, il me semble. Normalement, c'est sur la loge, hein, les exécutions, mais dans d'autres cas particuliers, pour les militaires, notamment c'est là-haut. Donc un déserteur, donc on imagine pour des raisons en présence des militaires. Et finalement, il l'a pendu, ensuite il l'a dépendu pour pouvoir pendre ensuite un voleur. Et quand il a enlevé le corps pendu, il a donné les signes de vie. Et donc c'est les militaires qui étaient présents qui ont dû l'achever au fusil. Donc la foule, mécontente, déjà a commencé à gronder. Il a ensuite pendu le voleur et bis repetita, il a commis la même erreur et donc de nouveau il a donné signe de vie, il a fallu l'achever. Et donc à ce moment-là, la foule a commencé à s'agiter. Le bail local s'était retiré déjà, il dit je ne veux pas voir ça, hein. Donc il s'est retiré, tous ceux qui étaient présents des autorités se sont retirés et donc la foule a commencé à lui jeter des pierres, l'a coursé dans les rues de la ville de Perpignan jusque dans sa maison et il est mort d'un coup de couteau. Hein, et ils ont mené une enquête. On a un document là-dessus et donc on voit un militaire hein, on va dire de la hiérarchie qui dit aux autorités judiciaires locales, dit si parmi les gens qui ont participé à ces actes vous trouvez des militaires, on les jugera. Hein, mais sinon, et la procédure elle en reste là. Un crime commis par la foule ne peut pas être sanctionné. Hein, il n'y a pas de principe de responsabilité collective. Donc soit on identifie celui qui a porté le coup fatal ou ceux qui ont peut-être donné des coups, mais comme ils étaient tous là et que personne n'allait témoigner, évidemment. Hein, donc ce bourreau est mort et
curieusement, on a eu du mal à en trouver un autre après. Le dernier bourreau, ça c'est un des ouvrages de Michel Brunet, hein, qui était professeur à Toulouse, qui a beaucoup écrit sur le Roussillon. Hein, c'est mutin, fier à bras, etc. Il y a un passage où il décrit justement cet épisode-là. Il y a un deuxième sur le dernier bourreau de Perpignan, qui est mort également, qui a été le dernier condamné sur la place de la Loge. Donc les bourreaux à Perpignan avaient, on va dire, on avait du mal à en trouver. Et donc donc pas de questionnaire. Et donc lui nous dit, vous allez voir, c'est pas ce qui va l'arrêter. Donc il a été condamné, donc ce qui fit que l'enfant, par un arrêt donc, de 1734, fut condamné au carcan. Le carcan, c'est la planche avec 3 trous où on met la tête et les bras et on vous jette hein, sur la place du marché. On vous expose sur la place du marché et donc là, les gens qui passent par là jettent hein, sur ceux qui leur passent sous la main, hein, de la boue ou autre. Donc et ensuite à être banni du ressort pendant 1 an. Donc bannissement de la province pour 1 an. Je ne vois pas cependant par quelle raison le geôlier ne peut pas être contraint à fouetter lui-même un enfant dans la prison. Hein, donc dans une chambre particulière où il n'aura d'autres témoins que le seul enfant qu'il fouettera. On en usa ainsi lors de l'arrêt de 1700. Et donc il dit effectivement, le geôlier, donc celui qui est le gardien de prison, c'est lui qui a fouetté la dernière fois. Donc on aurait très bien pu utiliser le geôlier pour fouetter à nouveau cet enfant, à défaut d'avoir un bourreau à disposition. Enfin, dernière catégorie, peut-être moins discutable celle-ci, c'est les ivrognes. Hein, à propos des ivrognes, donc des gens qui ont agi ou qui ont agi par passion. Hein, ce que venons de dire des ivrognes me paraît devoir être appliqué à ceux qui sont pris d'amour pour quelques personnes du sexe, car c'est là une vraie ivresse. Cependant, les auteurs veulent aussi que si un amant ou une autre personne possédée d'un amour brutal et profane se porte par un transport de sa passion à quelque action déshonnête ou à tout autre crime tendant à se satisfaire à l'égard de la personne qu'elle aime, ce crime ne doit pas être sévèrement puni et qu'il faut en modérer la peine à cause que celui qui l'a commis avait sa raison troublée et n'était pas dans son bon sens. Pour moi, je ne vois pas sur quoi cette opinion peut être fondée. Et je vois au contraire que tout concourt à la proscrire du barreau. À moins qu'on ne veuille approuver ou excuser tous les vices par la raison, etc. etc. Donc, les crimes passionnels sont excusables hein, selon la plupart des auteurs, et les auteurs parfois rapprochent les crimes passionnels des crimes commis sous l'emprise de la boisson. Hein, et donc lui, non, c'est effectivement, sinon ce serait validé tous ces vices finalement, et donc un ivrogne aurait le droit de tuer quelqu'un. Hein, donc pour lui, il fallait sanctionner. Et donc on a, donc il n'est pas du tout enclin à faire preuve de douceur, que ce soit donc vis-à-vis des personnes âgées, que ce soit vis-à-vis des mineurs. On a parfois sanctionné durement. Hein. Il y a des enfants de 7, 8, 9, 10 ans qui ont pu être condamnés. Certains ont commis des actes graves aussi. Hein. C'est pas juste pour le vol de la mouchoir qu'ils ont été condamnés, même s'il y avait des vols parfois presque insignifiants. Hein. Donc, il s'est montré parfois très dur. Hein. Et donc, son humanité, certes, il en fait preuve quand il dit qu'il a des doutes, et il en parle assez régulièrement dans son écrit. Mais globalement, on se rend compte que finalement, c'est quand même à replacer dans le contexte de l'époque. Faut toujours faire attention à cela, hein, dire autre temps, autre mœurs, autre idée hein, également. Il n'a pas l'humanité que l'on aurait aujourd'hui peut-être vis-à-vis de certains de ces criminels, notamment vis-à-vis des enfants, même si aujourd'hui la question du droit pénal des mineurs hein, se pose avec ces mineurs de 16 ans, de 15 ou de 14, hein, qui finalement se sont habitués à la criminalité, ne craignent plus du tout la police, ni les sanctions. Il n'y a pas de sanctions, de toute façon, en général, la remise aux parents, hein, c'est pas grand-chose au final, généralement pour eux, puis surtout que ça se réitère et ça se reproduit. Donc ces questions-là, on les a pas résolues, hein, on le voit bien, mais à l'époque, donc lui, il voyait une façon très dure hein, d'arriver à les résoudre. Voilà. Donc ce que j'avais à vous dire sur ce sujet, la difficulté à rendre la justice au XVIIe, XVIIIe siècle, finalement, le cœur hein, de cette difficulté réside essentiellement dans l'arbitraire. Et dans l'arbitraire du fait de la difficulté à trouver des preuves, et donc finalement ensuite à soupeser, et il le dit à plusieurs reprises, juger d'après des indices, les éléments qu'il a pu recueillir, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Il faut arriver à soupeser. Il se pose même des questions sur les témoignages spontanés.
Quand quelqu'un vient spontanément témoigner contre quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit faire de ce témoignage? On n'est pas allé le chercher. En général, on va chercher les témoins. C'est la procédure inquisitoire. On se déplace sur les lieux, on va enquêter auprès des voisins, des membres des familles, etc. Donc c'est une enquête où on est très, très actif, si vous voulez. Il est rare que les gens viennent comme ça juste pour témoigner. Donc c'est suspect que quelqu'un vienne spontanément déposer. Et donc il évoque 2-3 magistrats avec qui il en a parlé. Et qui lui ont dit, bon, bah, c'est au cas par cas. Au cas par cas, et donc c'est ce qu'on appelle de la casuistique. Au cas par cas, il faut voir si, en fonction de la personne qu'on a en face de soi, est-ce que cette personne nous semble honnête, pas honnête, est-ce qu'elle a des intérêts en jeu, c'est ça qu'il va falloir savoir, hein, est-ce qu'il a témoigné contre telle autre personne, et finalement, ce qu'on appelle cet arbitraire, c'est son intime conviction qui est déjà là, en train de se mettre en place chaque fois qu'il n'a pas la preuve parfaite. Cette intime conviction est là et c'est ce qui pèse finalement sur le travail du juge au XVIIIe siècle. Je vous remercie de votre attention. J'ai fait 1 heure. J'ai tenu le chrono. Merci beaucoup, Monsieur Juel, pour cette présentation, toujours très intéressante, et j'ai toujours plaisir à vous retrouver et à vous écouter. Je vais d'abord laisser la parole au public, si certains d'entre vous ont des questions à poser sur la présentation, sur les points peut-être qui vous ont intéressé, ou des points qui vous ont paru peut-être plus intéressants à développer. Oui. Vous n'avez pas parlé de la prise en considération de la situation sociale de la personne qui est incriminée. Ah oui, pardon, j'ai le mien de micro. Oui, vous avez raison. Ça fait partie des éléments qui aujourd'hui nous apparaissent très troublants également. Hein. C'est-à-dire que dans toutes les affaires, de toute façon, ils font attention à ces questions-là. Sur les affaires, par exemple, de rapt, de séduction, hein, c'est-à-dire un jeune homme et une jeune femme qui, on va dire, contre l'avis de leurs parents, s'échappent et on va dire, vont vivre leur idylle et veulent l'imposer donc à leurs parents ensuite. Les juges s'intéressent tout de suite à la condition sociale. Et la condition sociale, c'est vrai qu'elle intègre toujours leur position. Des gens qui sont... alors quand on lit les juristes du XVIIe, pas forcément lui, hein, mais d'autres, ils nous expliquent que finalement, parmi les critères à prendre en considération pour condamner quelqu'un, il y a non seulement sa position sociale, finalement des personnes bien placées ou mal placées, les différences sociales, et par exemple pour les mésalliances, c'était ça, hein, c'est-à-dire un couple donc illégitime, c'était celui qui avait la position sociale la moins élevée qui était soupçonné. En disant, il veut s'élever socialement en se mettant en couple avec quelqu'un d'un milieu supérieur. Et donc c'était le deuxième qui était soupçonné, parfois, et s'ils étaient du même milieu, les deux pouvaient être sanctionnés. Hein, c'est-à-dire que les parents s'attaquaient mutuellement en disant votre fils ou votre fille a séduit notre fils, etc. Hein, donc on voyait bien que finalement, ça ne reposait sur pas grand-chose. Hein, c'était juste qu'on avait trahi l'autorité parentale. C'est surtout ça qui était vu. Mais effectivement, il y a le statut social et c'est important le statut social, même les ascensions sociales. Je crois que certains qui ont évoqué dans de précédentes, on va dire, interventions dans une de nos journées, le fait de vouloir monter, d'être ambitieux et de vouloir changer de catégorie sociale était également mal perçu et mal vu. Donc il fallait surtout pas, on va dire, s'élever trop tôt. Ça pouvait se faire sur plusieurs générations parfois, hein, mais une ascension trop rapide était suspecte et mal vue par les contemporains. Donc chaque individu vivait dans un groupe social donné, et on sait qu'il y a une vraie stratification sociale et sociétale à Perpignan. Même les corps de métier il y avait un ordre pour les processions, hein, ils devaient défiler dans un certain ordre. Donc il y a vraiment il y a ceux qui sont en haut, il y a ceux qui sont en bas. Vous avez au consulat les 3 bras, etc. Hein, et donc les places les plus hautes dans l'administration sont réservées à ceux qui sont tout en haut, etc. Même par tirage au sort parfois, mais ce sont eux qui sont tout en haut. Hein. Il y a une forte hiérarchie. On a vraiment une vraie conscience de cela. Et donc effectivement, le statut social est important. Il déterminera dans un premier temps la culpabilité, parfois la peine. Hein, les nobles, par exemple, ne sont pas pendus, ils sont décapités.
Parce que la danse des pendus, c'est quand la personne est pendue et donc, on va dire, à des soubresauts, c'est considéré comme déshonorant, et donc une position déshonorante, et donc les nobles, on les décapite, c'est net, et en principe et sans bavure, sauf qu'on sait que de temps en temps, là aussi, la hache n'était pas toujours assez aiguisée. Ils ont retrouvé, je crois que c'est à Dublin, quand ils ont fait quelques recherches, ils ont trouvé des crânes, et il y avait plusieurs marques derrière. Effectivement, ils balançaient les crânes d'en haut des remparts, et donc on voyait que le bourreau s'était repris à plusieurs fois avant d'arriver à couper la tête. Donc ils subissent des peines qui peuvent être variables selon leur statut social. Et donc ces juristes parfois nous expliquent que le mauvais aspect physique, le vilain nom, j'ai trouvé moi le vilain nom, quelqu'un qui portait un vilain nom pouvait être, ça fait partie des critères qui pouvaient conduire à ce qu'on le reconnaisse plus facilement coupable également. Donc il y avait plein d'éléments comme ça qui sont totalement subjectifs et qui nous apparaissent complètement fous aujourd'hui, bien évidemment, mais que finalement, alors il y a les surnoms, Les surnoms, on les a, alors parfois on en hérite, et il y a certains effectivement surnoms dont les gens héritent, et donc les alias qu'on retrouve dans les procédures, mais il y a ceux qu'on vous donne au regard de votre attitude, votre comportement, et qu'on a gagné au cours de sa vie. Donc effectivement, il y en a certains qui effectivement méritaient sans doute leur surnom, et donc s'ils avaient un surnom, c'est-à-dire le sanguinaire ou autre, peu importe, évidemment, on pouvait imaginer que c'était pas forcément des gens très doux et donc plus enclins au crime. Mais effectivement, le statut social, le rang social des personnes était pris en considération dans l'appréciation globale, dans l'appréciation globale des faits qui pouvaient être commis, et ensuite ça pouvait rejaillir effectivement sur les sanctions finales. Et de toute façon, les nobles, par exemple, dans les affaires de lèse-majesté, ils étaient déchus de leur noblesse également. Donc on tenait compte des statuts de chacun, et donc on différenciait les peines en fonction de leur statut parfois. Je veux dire, les hommes et les femmes ne subissaient pas les mêmes peines non plus, parce qu'on ne voulait pas exposer les corps des femmes. Donc ça, voilà, il y a vraiment une différenciation. C'est une justice distributive, mais vraiment à l'extrême de ce côté-là, puisqu'on prend en compte même ces critères sociétaux dont on ne tient plus forcément compte aujourd'hui, quoique. La personnalité aujourd'hui du délinquant est importante. Son surnom, c'est-à-dire son vilain nom, pas forcément. Monsieur Juel, tout d'abord, merci. C'est un régal de vous écouter parler du droit et de l'histoire du droit. Ensuite, pour revenir au début de votre exposé, vous avez parlé du système inquisitoire et du système accusatoire. Oui. En Grande-Bretagne, actuellement, c'est toujours l'accusatoire, que ce soit en matière criminelle ou civile, ou bien est-ce que ça a évolué? Ça, c'est la première question. La deuxième question, aux États-Unis, où ils ont un attorney, donc l'équivalent d'un procureur, ils se sont inspirés de leurs géniteurs, c'est-à-dire les Anglais, ou est-ce qu'ils se sont inspirés de nous? Alors, les Américains se sont inspirés du modèle anglo-saxon. Ce sont des États libéraux où l'État est en retrait. L'État, la loi sont en retrait. Ce sont des États démocratiques au sens premier du terme. On laisse faire les gens, et donc là, même s'il existe ce qui semble ressembler à notre ministère public, c'est un ministère public qui a moins de pouvoir, moins d'autorité dans les pays. Et vous le voyez dans les séries américaines, ils négocient. Il négocie même avec le maire de la ville parfois, la police discute avec la justice. Donc il y a des processus de négociation, même quand on se livre à des poursuites et on vous dit là on va le faire, là on va vous suivre, là on va pas vous suivre. Et donc on voit que c'est un processus qui est pas du tout le nôtre, c'est vraiment très particulier. Ils ont toujours la possibilité effectivement même de s'entendre. Et donc de discuter, de négocier. Donc de toute façon leur ministère public n'a pas du tout il ne s'est pas inspiré d'une autre, même si sur certains points il commence à s'inspirer de nous pour essayer parfois de donner une forme d'harmonie, le fait d'avoir une hiérarchie au-dessus et d'essayer de centraliser un tout petit peu les poursuites pour avoir une forme de politique criminelle à l'échelle du pays tout entier. Parce que si vous laissez finalement chacun de ces magistrats locaux faire ce qu'il veut quasiment en négociant avec la police, avec les autorités, etc., vous allez vous trouver dans un pays où le droit pénal est totalement éclaté.
côté. Il est déjà différencié. Hein. Il y a sur les infractions, sur les peines, on pratique la peine de mort ou on ne la pratique pas. Certains crimes existent ou n'existent pas. Donc ils ont une vraie diversité déjà. Hein. Mais donc ils ont un mécanisme qui n'est pas le nôtre et les Anglais non plus. Mais les Anglais, même s'ils ont ces personnages qui ressemblent à nos procureurs, n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs. Mais ils avancent petit à petit. Alors, le droit anglais a évolué, notamment sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'ils sont également, on va dire, signataires et adhérents à cette convention et à la Cour, soumis à la Cour, et pour le respect du principe de l'égalité criminelle, par exemple. Et donc, ils ont dû adopter des textes de loi parce qu'ils ont un système, ils n'ont pas de constitution écrite, et ils avaient beaucoup de lois qui n'étaient pas écrites, même en matière pénale. Ça repose sur le système factuel, coutumier. Eux, ils avaient conservé un système coutumier. Certaines infractions n'étaient définies que par la coutume. Et donc, ils se sont de temps en temps fait taper sur les doigts et donc ils ont dû adopter et donc des actes. Hein, c'est comme ça, un acte, c'est une loi hein, dans le système anglais. Et donc, ils ont trouvé des actes, comme on a également aux États-Unis, le Patriot Act, hein, qu'ils ont adopté au moment des attentats. Et donc, ils adoptent des actes pour essayer finalement de se conformer à ce principe de l'égalité criminelle. Et sur le rôle du ministère public, ils ont tendance à se rapprocher un peu de nous. Un peu. Mais leur logique de base est quand même très éloignée. Je veux dire, sur le principe, ils sont quand même très libéraux par rapport à nous. Hein. Et alors justement, en évoquant la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce que notre système inquisitoire, est-ce qu'il s'applique dans d'autres pays européens? Est-ce qu'ils sont en train de se rapprocher? Et est-ce qu'il s'applique, je suppose, dans les anciennes colonies françaises, il s'applique? Et est-ce qu'il s'applique dans d'autres, sur le reste de la planète? Parce que j'ai l'impression que qu'on est tout seul? Voilà. Non, on n'est pas tout seul. L'inquisitoire, justement, il y a plus d'égalité, d'équité dans l'inquisitoire que dans l'accusatoire. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, bon, tout le monde n'a pas forcément les moyens de pouvoir poursuivre quelqu'un en justice. Donc, si effectivement on a une justice avec une justice qui est active dans la poursuite des criminels, dans la recherche des preuves, etc., ça va soulager les victimes, hein, par exemple. On reproche quand même dans notre droit français le fait que les victimes soient mises de côté. Hein. Depuis maintenant 20 ans, il y a même eu des textes européens, je crois une directive européenne qui a dit qu'il fallait quand même remettre un peu les victimes dans le procès, parce que c'est quasiment les oubliés du procès pénal. Donc on a un système avec un ministère public très actif, nous en France aujourd'hui. Nos voisins ont des systèmes comparables. Le système inquisitoire et le système avec le juge d'instruction, par exemple, présente quand même des intérêts, et notamment cette idée d'égalité entre les citoyens. On est tous défendus de la même façon, en principe, hein, je dis bien. L'Italie a supprimé à une époque le juge d'instruction. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ils l'ont rétabli quelques temps après parce qu'ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas le supprimer. Nous, à une époque, on nous a dit, bon, ce juge d'instruction, il a trop de pouvoir. Hein, quand j'étais étudiant, c'est ce qu'on nous disait. Un jour, il va disparaître. Ils en ont parlé, reparlé, etc. Et puis finalement, on l'a gardé. On a réformé la justice, mais on a conservé le juge d'instruction. Donc finalement, on a besoin donc de cette justice inquisitoire qui aille poursuivre. Et dans les pays africains et maghrébins, ils ont un système pénal qui est largement inspiré du nôtre. Mais inspiré, même dans les pays comme la Russie, il y a une procuratura. Hein, procuratura, ça fait penser au procureur, hein, mais c'est très politique chez eux. Et donc, selon les pays, ils ont repris nos mécanismes, comme ils ont pu reprendre notre 5e République dans certains pays africains, mais ils l'ont mis à leur sauce, ou ils l'appliquent à leur sauce. Et c'est des pays où les droits de l'homme... Hein, donc, nous, on a la Cour européenne qui nous sanctionne au regard de la Convention européenne si certaines choses ne se passent pas bien. Eux, ils seront sanctionnés par personne. Hein. Je veux dire, donc, j'ai un collègue, un très bon ami qui est pénaliste et qui me le dit régulièrement. Il dit, votre problème en France, c'est les droits de l'homme. Voilà. Donc, quand on a une police qui est, on va dire... qui est très active et qui est libérée de ce fardeau, entre guillemets, des droits de l'homme, entre la police et la justice, ça peut aller très vite et être très efficace pour maintenir l'ordre public, notamment. Après, évidemment,
est-ce qu'on doit se satisfaire de cette solution-là? C'est entre les deux, il y a peut-être un milieu à trouver. Mais effectivement, tout le monde a, il n'y a pas de système purement accusatoire. Il n'y a plus de système aujourd'hui, c'est les deux modèles, hein, accusatoire et inquisitoire. Il n'y a plus de modèle purement accusatoire et purement inquisitoire. On s'est inspiré des Anglais à la Révolution, on leur a pris le jury. Hein, par exemple, le jury, c'était un système anglo-saxon, on leur a pris. Et nous, ils nous ont pris la garde à vue, ensuite, ils nous ont repris des éléments du ministère public, etc. Donc, il y a des choses qu'ils n'avaient pas, ils nous les ont prises, et nous, on leur en a pris aussi. Et donc, on les utilise à notre façon, on l'adapte à notre système, ce qui fait que on peut raisonner en termes très généraux, mais quand on va dans le détail, finalement, chaque système est différent aujourd'hui. Les Italiens vont vers un système de plus en plus administratif. Ils suppriment les branches du droit pénal et ils balancent ça vers du système administratif, ce qu'on fait nous parfois pour certaines infractions routières. On passe plus devant la justice, on paye une amende administrative, on a des sanctions administratives, mais on n'a plus de sanctions qui relèvent du pénal à proprement parler. Donc on a des systèmes pénaux là qui sont en évolution parce qu'ils sont surchargés aujourd'hui, mais ils se ressemblent effectivement tous. Je ne crois pas qu'il y ait un modèle alternatif vraiment très différent. On est plutôt accusatoire ou plutôt inquisitoire aujourd'hui. Et ça se perçoit sur la transaction pénale, notamment. Les anglo-saxons pratiquent la transaction. Nous, je crois qu'il n'y a que le fisc qui a le droit. Il peut transiger, le fisc. Nous non. Sauf si on est effectivement en infraction fiscale. On transigera avec le fisc. Merci pour votre exposé. Je voulais simplement vous demander qu'il en était de l'ingérence de l'autorité politique, qu'elle soit royale, locale, etc., sur les juridictions que vous avez évoquées. Alors, les autorités locales, on les voit très peu intervenir. Sur les matières pénales, pas franchement. Il y a quelques domaines dans lesquels on perçoit que la justice peut subir des pressions. Alors, il y a qu'au moment peut-être des crimes de lèse-majesté, des conspirations. Là, effectivement, quand le politique est en jeu, c'est au-dessus de tout. Là, effectivement, il y a des ordres qui viennent d'en haut. Sur ce que j'avais perçu, moi, par exemple, sur les condamnations, parce qu'on soumet à la torture, ensuite on va exécuter en place publique et on va exposer les corps. Alors pour certains, c'est sur la place de la Loge, et sinon c'est au Puig-Joan, ils appellent ça. Je crois que c'est là où il y a la cité universitaire à l'heure actuelle. C'est à la route d'Espagne, et donc c'était à la vue de la route d'Espagne. On avait a priori de ce côté-là des potences où on exposait les corps, comme ça ceux qui venaient de l'étranger voyaient tout de suite qu'on rendait la justice et qu'on exécutait. Donc il y avait des gibets à l'extérieur des villes comme ça qui permettaient d'exposer les corps jusqu'à consomption. Comme ça, ils étaient privés également de sépultures chrétiennes. Donc donc dans ces cas-là, il y a parfois des interventions. On voit l'intendant. L'intendant, localement, c'est un peu l'ancêtre du préfet, si vous voulez. Et l'intendant, on a de temps en temps des intendants, on les a vus intervenir dans ces procédures-là, mais sinon, très peu. On le voit intervenir, le roi également. Le roi est intervenu à la fin, une fois qu'il y a eu quelques exécutions, et que bon, il a perçu que ça y est, maintenant il était venu le temps peut-être que ça s'apaise. Il a commué certaines peines, en des peines plus douces. Il a accepté que certains conspirateurs entrent dans l'armée, plutôt que d'être exécutés, etc. Et donc sur les dernières décisions, les derniers arrêts du Conseil souverain sur ces conspirations, on voit que le roi est intervenu finalement pour modifier les sanctions et pour adoucir un peu tout cela, pour calmer entre guillemets le jeu et calmer les esprits. Oui, non, c'était pas a priori. Et le roi peut intervenir dans la justice. J'avais trouvé, moi, sur un cas particulier d'un religieux, je ne sais plus dans quelle ville, Prades ou Villefranche, qui aurait commis une agression sexuelle sur un mineur, qui était donc poursuivi devant le Conseil souverain, et il y a une lettre de cachet qui arrive. Et a priori, c'était un protestant qui était déjà connu et qu'on envoie, dit, allez l'envoyer au Mas Bresson, sur l'île de Bressan ou au Fort Bressan, je crois que c'est dans l'Hérault, donc ça ressemble un peu à Fort Boyard d'après ce que j'ai compris, et on n'en a plus jamais entendu parler. Donc il intervient dans la justice, on sait que de temps en temps, il y a des gens le procès s'arrête. Quand le procès s'arrête et qu'on n'a pas d'issue, si c'est une affaire privée, c'est qu'ils se sont entendus. Ils ont négocié, ils ont discuté, ils ont transigé. Ça se faisait encore à l'époque. Soit que c'est l'État qui est intervenu et le roi qui a pu intervenir dans une affaire très particulière qui pouvait l'intéresser. Mais
C'est assez rare. Je crois que dans l'affaire de Monsieur de Montespan, je crois, qui a été de passage ici dans la province, il y a eu aussi une intervention du roi ou des ministres. Mais voilà, pour quelques petites affaires comme cela, oui, mais sinon, non. Je n'ai pas vu d'interférence dans la matière pénale. Justement, à ce propos, s'il vous plaît, je voulais vous demander une confirmation. Je viens d'apprendre récemment, alors qu'on parle souvent aujourd'hui de la politique d'aujourd'hui, on parle des fonctions régaliennes d'un État, à savoir diplomatie, armée, police, justice. Et je viens d'apprendre récemment que la seule fonction régalienne, c'est-à-dire qui revient au roi, c'est la justice. Il n'y a rien que la justice. Est-ce exact ou pas? La jurisdiction, c'est dire le droit. Donc, ils confondent historiquement dire le droit, c'est-à-dire établir la loi, établir les règles, et ensuite appliquer les règles à travers la justice. Hein, donc, la loi, les règlements et la justice, tout ça relève globalement d'une jurisdiction, dire le droit, très large. Les autres attributs, il les a récupérés. En même temps, notre roi de France au Moyen-Âge, les premiers, Capet, il n'a aucun pouvoir. Hein. C'est un seigneur parmi les autres. Hein. Il a hérité de la couronne, on l'a élu quasiment. Donc, il a très peu de pouvoir. Ce sont les rois du Moyen-Âge qui ont commencé à, on va dire, à reconquérir le domaine royal, ou conquérir plutôt ce domaine royal, l'étendre petit à petit, et à chaque fois, donc, ont étendu leurs prérogatives. Et après la guerre de 100 ans, ou pendant la guerre de 100 ans, ils ont prouvé que l'armée, c'était eux, les finances qui allaient avec. Ils ont mis l'armée royale, le financement royal avec la taille, et donc les prérogatives régaliennes, et rendre la justice. Ils l'ont dit, hein, il y avait des justices qui avaient été usurpées, etc. Et ils les ont contrôlées. Les sentences criminelles, par exemple, vous avez encore jusqu'au XVIIIe siècle ici des juges, des seigneurs aux justiciers. Donc des seigneurs qui peuvent rendre des sentences, et leurs juges rendre des sentences condamnant à mort, par exemple. Quand j'ai travaillé sur le crime d'incendie, j'ai trouvé une affaire où un incendiaire avait été condamné par un juge seigneurial. Et donc, ils ont mis en place en 1670, dans l'ordonnance criminelle, ils ont mis en place un appel automatique. Dès que la sentence arrive à un certain niveau de peine, le bannissement, le fouet, etc., 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 et évidemment la peine de mort, les galères, il y aura un appel automatique devant le Conseil souverain, qui est une juridiction royale. Et donc le roi, de cette façon, a contrôlé les juridictions criminelles, et avec une autre procédure qu'on appelle l'appel comme d'abus, il a également contrôlé les juridictions d'église. Et donc on pouvait faire appel contre des sentences de juges seigneuriaux ou de juges d'église devant les juridictions royales, et même aller jusqu'en cassation devant le Conseil du roi. Donc on disait que le roi, depuis le Moyen-Âge, il est fontaine de toute justice. C'est une formule que l'on emploie. Au Moyen-Âge, les formules, c'était le roi est empereur en son royaume. Et donc, voilà, c'était formulé. On avait repris des formules latines issues du droit romain pour affirmer sa souveraineté. Et ensuite, on affirmait tous les pouvoirs qu'il pouvait détenir en tant qu'empereur dans ce royaume ou en tant que roi. Donc, les pouvoirs régaliens, c'était ceux de l'empereur romain. Et on lui a accordé à l'intérieur du pays face à la féodalité et à l'extérieur pour lutter contre l'empereur germanique ou contre le pape. Donc c'était le double aspect de la souveraineté. Donc lutter contre les puissances qui se prétendaient intemporelles, la puissance spirituelle du pape, et ensuite l'empereur germanique qui devait dépasser tous les cadres territoriaux, si vous voulez, en Europe occidentale, et ensuite à l'intérieur, la féodalité, l'église, même au niveau local, etc. Il a dû l'affirmer, donc prérogatives, il les a récupérées une à une, entre guillemets, tout au long du Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution. Hélas, j'ai bien peur que le temps file et qu'il faut que l'on libère les lieux. Merci beaucoup, Christophe Juel, pour cette présentation qui est vraiment extrêmement passionnante. Les questions également. Je rappellerai simplement que le 25 avril prochain, à 17h30, il y aura donc la conférence de Stéphane Rostein sur les cités perdues de l'Amazonie. Encore merci, Christophe Juel, pour cette présentation. Merci à vous. Et à très vite. Merci à vous d'être aussi présents. Bonne soirée. Merci à vous. Merci encore, c'était